Bienvenue donc à cette 6e édition des Victoires de l'innovation. Nous allons commencer tout de suite par ce premier temps fort, donc le pitch des étudiants de l'INSEC. Donc ce sont les 4e années de la majeure innovation de l'INSEC qui ont travaillé du coup depuis le début de l'année sur les problématiques de nos partenaires. Un grand merci à leurs coachs, Ishraf Zawi et Frédérico Brun, de les avoir accompagnés. On peut dire merci aussi à nos partenaires qui ont participé à l'organisation de ce temps fort en donnant ces problématiques auxquelles vous avez répondu. Donc je cite le CIC Lyonnaise de Banque, Colas, Omnes Éducation, Veolia, Transdev et bien sûr le Progrès. Bravo à eux. Je vais maintenant laisser la place aux 5 groupes d'étudiants qui auront donc chacun 10 minutes pour répondre aux problématiques posées respectivement. S'en suivra donc un temps d'échange de questions-réponses de 5 minutes. Et j'appelle tout de suite la première équipe, Joséphane Lowe, Pénélope Foultier, Audrey Frénéa, Thomas Garcia-Chapelu, Thomas Garnier, Léo Gauthier, Antea Guyou, Emma Jean et Ivan Zerafa. Ils vont donc répondre à la problématique de Cola. Quelle approche en termes de communication, innovation technologique pour maîtriser et suivre nos impacts? Alors bonjour à tous, je m'appelle Audrey Frénéa et j'ai le plaisir de vous présenter mon équipe avec moi aujourd'hui. Donc on a Emma Jahan, ici présente, sa pète ne marche pas, si c'est bon. Pénélope Foultier, Léo Gauthier et Ivan Zerafa, il nous en manque 3. Vous vous moquez de moi là les gars. Ok, pardon. Donc ça fait la 2e fois cette semaine quand même, je tiens à le dire, parce qu'il y a quelques jours de ça, ils nous ont appelés, on était censés réviser tous ensemble, et ils m'ont quand même passé un coup de fil pour m'annoncer qu'ils étaient en retard de 30 minutes sur leur application Waze. Donc on leur a gentiment demandé pourquoi. Ils nous ont tout simplement répondu qu'il y avait des bouchons parce qu'il y avait des travaux. Quelques minutes plus tard, on reçoit une jolie notification sur notre groupe également, une jolie photo d'un panneau de construction. Sur ce panneau de construction, on retrouvait un joli logo qu'on connaît tous, en forme de losange, jaune et noir. J'ai nommé Colas. Donc Colas, on ne vous les présente plus. En général, quand vous entendez Colas, vous pensez plus particulièrement à la construction, au fait que ce sont des leaders mondiaux, qui ont un chiffre d'affaires de 12 milliards en 2020 et que ce sont des infrastructures de transport, mais qui font aussi de l'entretien. Alors, il y a un bug dans mon PowerPoint, je ne sais pas ce qui se passe. Et ensuite, cependant, ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'ils sont très impliqués dans le recyclage, mais aussi l'économie circulaire, donc c'est très important à souligner. Ils sont notamment les 5e recycleurs mondiaux, et en plus de ça, en 2021, ils ont recyclé 1,5 million de tonnes, et autour de 130 plateformes dans le sud-est. Donc, pour répondre, on va dire, aux nuisances qui sont causées par ces centres de recyclage, on a été obligé de répondre à une problématique. Donc, on a un petit peu reformulé qui est du coup, quelle stratégie de communication innovante Colas peut-elle mettre en place autour de ces différents centres de recyclage afin de favoriser leur acceptation sociétale en améliorant la vision de ces derniers et en promouvant leur utilité. Cette problématique, elle va nous aider en fait à convaincre un petit peu les cibles qu'on a identifiées que leur site est vraiment utile et qu'il est important de les préserver, etc. Donc, pour répondre à cette problématique, on a identifié 2 types de cibles. On aura tout d'abord les élus et ensuite les riverains. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont tous concernés par les nuisances qui sont causées par ces centres de recyclage, que ce soit aussi bien les nuisances visuelles que les nuisances sonores causées par les camions, ou encore la poussière qu'on peut retrouver qui peut envahir les routes ou les villages à proximité, mais aussi les camions qui abîment les routes. Et donc, le but, ce sera de convaincre ces cibles, parce que les élus, en plus de ça, ils sont quand même à l'origine de la création, d'où l'ouverture d'un nouveau centre. C'est eux qui décident si on ouvre un nouveau centre, si on le ferme. C'est eux qui sont, on va dire, qui contrôlent la pérennité de ces centres. Donc, c'est très important de les convaincre. Et donc, l'objectif, ce sera d'informer, de sensibiliser, afin de faciliter l'acceptabilité sociétale de ces centres. Donc, pour ça, on a créé toute une sorte de campagne de communication. Donc, il y a quand même un fil conducteur à cette campagne qui est la création d'un site web.
Donc là, vous avez un QR code qui sera présent sur presque tous nos moyens de communication. Et donc, quand vous le flashez, vous arrivez sur une page d'accueil comme celle-ci. Vous pouvez voir que vous avez leurs contacts, leurs réseaux sociaux, mais aussi une visite virtuelle dont je parlerai plus tard. Et enfin, leur site web. Sur le site web, on retrouve des informations sur l'écologie, sur l'intérêt du recyclage par rapport au remblayage, par exemple, mais aussi sur leurs portes ouvertes, sur ce qu'ils font à l'intérieur. On a même des interviews de certains qui travaillent dans ces centres de recyclage. Donc, c'est vraiment très intéressant pour renseigner les différentes cibles. Ensuite, du coup, pour vous montrer comment on a utilisé ce QR code qui vous renvoie sur notre site web, je vais vous emmener en balade avec moi. On va passer une journée ensemble. Donc, tout simplement, je pense que voilà, là, on est en novembre, il fait froid. Je sais que le matin, vous n'avez pas envie de vous lever, mais il faut aller travailler, vous n'avez pas le choix, ou il faut aller à l'école. Et donc, voilà, vous vous levez, vous sortez de chez vous. Et puis là, dans votre quartier, il y a des travaux. Sauf que du coup, c'est des travaux organisés par Colas, par exemple, parce que vu que leur camion abîme les routes, ils se sont retrouvés obligés de les réparer. Donc, vous tombez sur des panneaux comme ça, que vous avez l'habitude de voir. Cependant, pour changer ces panneaux, il y aura un petit encadré vert dessus, tout simplement pour renseigner les gens qui ne sont pas au courant que Colas recycle ces matériaux. Donc on peut voir que nous sommes un chantier vert et nous recyclons nos déchets, plus le petit QR code qui vous emmène sur le site web tout simplement. Ensuite, vous continuez votre journée, vous prenez votre voiture, vous vous rendez au boulot. Bon, vous êtes déjà en retard, hein, bien sûr. Pour ma part, c'est très récurrent. Donc voilà, vous êtes déjà en retard. Vous mettez Waze quand même parce que vous savez que c'est l'heure de pointe, qu'il va y avoir du monde. Donc vous voulez trouver le trajet le plus rapide pour arriver au travail ou à l'école. Donc, et là, vous vous retrouvez coincé, malchance, derrière un camion de Colas. Bien sûr, ils font très souvent des trajets. Ça arrive très souvent, tous les matins. Cependant, cette fois-ci, au lieu d'être vierge de toute communication comme ils ont l'habitude d'être, vous trouverez certaines phrases qui sont très informatives, qui permettront de vous informer sur leur centre de recyclage, sur ce qu'ils y font. Ils vous permettront notamment de savoir que Colas fait partie du top 5 du coup, des recycleurs mondiaux, comme j'ai dit plus tôt, ou encore que depuis 90 ans, Colas innove pour construire des infrastructures en phase avec le développement durable. On y retrouvera également de l'humour avec « je suis gros, je suis lent, mais moi au moins je recycle », ce qui permettra de vous donner le sourire et de vous faire passer un peu le temps dans ces bouchons. Voilà, une petite touche de joie dans la matinée, ça fait de mal à personne. Quand vous continuez votre trajet, vous vous retrouverez sûrement à un stop ou à un feu rouge. Donc à ce moment-là, sur votre Waze, une petite notification apparaîtra. Elle vous dira simplement que vous êtes à proximité d'un centre de recyclage Colas et qu'en plus de ça, ils organisent des portes ouvertes. Parce que oui, Colas organise beaucoup de portes ouvertes et je pense que c'est très intéressant de les promouvoir largement. Donc par la suite, vous faites votre petite journée au travail. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai des parents qui aiment beaucoup, en rentrant du travail, aller se balader. Donc ils rentrent, ils vont prendre l'air, ça leur vide la tête, etc. C'est quand même bien. Donc là, vous allez vous balader, vous habitez dans un village qui est à proximité d'un des centres de recyclage. Donc vous allez vous balader, vous tombez sur ce centre de recyclage. Normalement, ils sont vierges de toute communication. On voit seulement des grillages, des camions. On ne sait même pas vraiment ce qui s'y passe à l'intérieur de ces centres. Donc là, l'idée, ce serait de mettre en fait des pancartes tout autour et donc, qui permettront de renseigner sur ce qui s'y passe à l'intérieur, avec quelques informations, du coup, comme vous pouvez voir sur celle du bas. Sur à droite, on peut voir un petit peu d'humour sur le fait qu'il n'y a pas que des graviers, mais aussi une biodiversité variée, pardon. Le jeu de mots. Et puis après, vous pouvez voir également qu'on a pensé à mettre des petites fenêtres pour les plus curieux qui pourront voir à différentes hauteurs, du coup pour les enfants et les plus vieux, qui pourront voir quand même ce qui s'y passe à l'intérieur. Également, sur ces pancartes, on pourra voir un QR code qui vous emmènera du coup sur le site web. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, une visite virtuelle qui permettra de savoir exactement ce qui s'y passe à l'intérieur, qui sera bien filmé de sorte à ce qu'on comprenne ce qui s'y passe, etc. Ensuite, vous continuez votre petite balade. Imaginons, c'est le soir, il faut aller chercher du pain, des médicaments à la pharmacie, comme vous voulez, vous choisissez. En tout cas, vous arrivez en ville et là, vous tombez sur un panneau donc, qui va vous renseigner encore une fois sur ces centres de recyclage et qui va vous parler tout simplement du fait qu'il y en a qui font des portes ouvertes, qui sont impliqués dans le recyclage, dans l'économie circulaire, etc. Vous y retrouverez également du coup le QR code, encore une fois, qui vous emmènera sur leur réseau ainsi que sur leur site web. En parlant des réseaux sociaux, il faut savoir que Colas est déjà présent sur certains réseaux sociaux, comme notamment LinkedIn et Instagram. Cependant, on a pensé qu'ils ne boostent pas assez cette communication sur les réseaux concernant l'économie, l'écologie, on va dire, leur côté écologique. Du coup, il faudrait vraiment booster cette communication, la développer un maximum et l'augmenter en parlant notamment
d'écologie en général, ou encore de l'ouverture d'un nouveau site, des nouvelles portes ouvertes afin de vous y rendre et d'y découvrir ce qui s'y passe réellement, ou encore, je ne sais pas, l'intérêt du recyclage par rapport au remblayage, comme sur notre site web. Enfin, il y a plein de possibilités globalement. Donc, pour récapituler, on peut voir qu'on a mis tous ces éléments de communication en place dans le but de favoriser, on va dire, l'acceptabilité sociétale. Mes camarades vous distribuent quelques petites feuilles pour faire un récapitulatif de tout ce dont on a parlé. Et puis voilà, j'ai terminé. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, j'hésiterai pas à répondre. Oui. En fait, on les a compris plus dans les riverains, de façon générale. Puis on sait qu'en fait, ils vont déjà dans les... ils passent un petit peu par les enfants des fois et pour faire justement pour communiquer autour de ces centres. Et ils nous ont parlé parce qu'on s'est rendu sur les lieux en fait. Donc on est allé visiter un de leurs centres de recyclage. Et ils nous ont parlé du coup des fois ils arrivaient à embarquer les enfants et justement à même faire venir les parents et que des fois ils leur proposaient du coup des réductions sur les graviers ou des choses comme ça. Donc voilà, quand ils essayaient, ils communiquaient, ils faisaient des petites interventions de temps en temps, tout ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Les équipes pédagogiques. Ouais, c'est des sorties scolaires dans le périscolaire, typiquement les mercredis après-midi ou les samedis matins. Alors, en fait, on nous l'a tout simplement pas demandé. Quand on les a vus, on leur a demandé. Ils nous ont dit non, on veut juste des idées. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit quand on s'est rendu sur le site. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a surtout fait une liste d'idées. Et après, voilà. C'est pas le bon. Ils ont imprimé le mauvais. Oh là là. En fait, on en avait fait un et on l'a refait. Et du coup, normalement, on avait corrigé les fautes. Mais ça doit pas être le bon, du coup, qu'ils ont distribué. Ils ont distribué le mauvais. Je suis désolée. C'est le mauvais. Ah, je sais pas alors. Bravo à vous.
Je vais maintenant demander à la deuxième équipe avec Iliana Kassongo. Alors, je suis désolée si j'écorche un petit peu les noms. Floriane Lalou, Gauthier Pelu, Arthur Spitalier, Théo Stanescu, Mathilde Thierry, Enzo Tomassi, Stanislas Van Galen et Hugo Vartagnan. Je les invite à venir s'installer. Et ils vont répondre à la problématique du CIC Lyonnaise de Banque, comment recycler les cartes de crédit. Alors, bonjour à tous. Donc, dans le cadre de notre projet Innovation, nous avons été mobilisés par le CIC pour répondre à une problématique concernant le recyclage des cartes bancaires, tout simplement. Donc, je vais vous présenter mon équipe composée d'Arthur Spitalier, de Mathilde Thierry, Gauthier Pelu, Stanislas Van Galen, Enzo Tomasi, Théo Stanescu et Hugo Vartagnan et moi-même, Iliana Kassongo. Donc, tout d'abord, le crédit industriel et commercial a été créé en 1859. Il représente à lui seul près de 6 banques régionales en France, dont une au Luxembourg, et près de 8837 agences en France, en dom-tom et à l'international. Depuis la fin des années 60, les cartes bancaires sont plus que présentes dans notre société. Il s'agit d'un des moyens de paiement les plus utilisés, car il est utilisé par les professionnels et par les particuliers. Et sa grande utilisation mène à de grands questionnements, notamment sur son impact, et plus précisément son impact écologique. Pour rappel, le CIC représente à lui seul près de 18 tonnes de cartes de crédit mises en circulation tous les ans, sachant qu'une carte bleue pèse environ 5 grammes et a une durée de vie de 24 à 36 ans. Donc cela nous a amené à nous demander comment recycler les cartes bancaires usagées. Pour cela, nous avons donc identifié 3 axes. Tout d'abord, identifier les besoins, notamment par rapport à la récolte des cartes bancaires. Comment pouvons-nous les récolter et à quel endroit? Ensuite, nous avons dû répondre à une mission écologique. En effet, le CIC est un groupe de mission qui cherche à réduire ses émissions de CO2. Et donc, nous avons réfléchi à des processus de recyclage. Et enfin, à différents matériaux qu'on pourrait utiliser pour remplacer le plastique, tout simplement, des cartes bancaires aujourd'hui. Donc la première chose sur laquelle on s'est basé, ça va être la récolte des cartes bleues. On a émis plusieurs idées, plusieurs hypothèses, pardon, et on en a gardé une. Donc aujourd'hui, quand vous recevez une nouvelle carte bleue, pour l'activer, il faut que vous vous rendiez à votre distributeur pour pouvoir pour retirer, en fait, tout simplement. L'idée qu'on a voulu mettre en place, c'est donc de créer une nouvelle fonctionnalité sur ce distributeur
qui permettrait donc au client de déposer sa carte bleue directement dans le distributeur par un bouton tel quel. Cette méthode, elle présente deux avantages. Premièrement, pouvoir récupérer les cartes bleues sans vraiment trop d'efforts de la part des clients ou des banques. Et l'autre avantage, c'est la sécurité des données personnelles, étant donné que les cartes, elles sont stockées dans les distributeurs. Pour communiquer sur cet axe-là, donc on sait que les cartes bleues, ça se remplace tous les 24 à 36 mois. On est plutôt parti sur l'idée de mettre dans le courrier, lorsque vous allez recevoir votre nouvelle carte, de mettre dans ce courrier-là une notification, une annotation qui vous expliquerait le nouveau processus et donc permettrait au client de mieux savoir. On peut également penser à l'application qui est aujourd'hui de plus en plus téléchargée par les clients. Sur l'application, créer une notification ou voire même une page carrément complètement dédiée à ce processus pour expliquer aux clients. Merci. Donc, dans un second temps, nous avons réfléchi à un nouveau processus de recyclage, un processus du coup qui est donc innovant, qui permet aux données d'être en sécurité, les données des clients d'être en sécurité, et qui reste dans cette optique durable et écologique. Pour cela, nous avons pensé à une machine possédant un système de découpage tout simplement des cartes bancaires, afin de séparer les deux composants, donc le plastique et la puce électronique, qui est un des composants les plus compliqués à recycler aujourd'hui. Donc le principe est simple. Pour adapter les cartes à cette machine, on a pensé à créer des cartes lisses, sans relief, avec toujours des cryptogrammes, parce que c'est ce qui représente les données personnelles. Et le principe serait d'avoir une puce amovible, à la manière d'une carte SIM, par exemple. Quand on en reçoit une nouvelle, on a la carte à détacher de la puce, enfin la puce à détacher de la carte. Et du coup, ça serait le même système pour notre carte bancaire, pour garder des données et les recycler de manière plus écologique, grâce à des matériaux, du coup... plus simple, efficace, et ça rendrait ce processus beaucoup plus automatique et plus rapide. Pour communiquer sur ce système-là, donc bien sûr, il y aura forcément une communication physique grâce à des flyers comme celui-ci présent en banque pour sensibiliser tout simplement les clients CIC au recyclage et à ce nouveau processus, mais également un processus de collecte de données où le CIC pourrait tout simplement sonder ses clients par rapport à la fiabilité qu'ils ont en ce projet, et également en gardant la main mise concernant l'aspect onéreux et sur la faisabilité de ce projet-là. Et donc le troisième axe qu'on a souhaité développer, donc c'était les matériaux utilisés. Donc aujourd'hui, les cartes bleues, elles sont quasiment toutes faites à partir de PVC. C'est un plastique où on va maîtriser totalement le processus de recyclage, spécialement en Europe. Le seul souci de ce matériau, c'est que c'est un plastique qui est cher et surtout qui est très polluant. Donc l'idée là qu'on a eue là-dessus, nous, ce serait de remplacer ce PVC par le polyéthylène haute densité, le PEHD, qui est un plastique utilisé aujourd'hui dans le monde entier, principalement dans le secteur agroalimentaire. Juste pour la stat, une bouteille sur deux dans le monde aujourd'hui, bouteille plastique j'entends, sera en polyéthylène haute densité. On peut également penser en restant sur cette dynamique de dépollution des océans, on peut penser à ça en utilisant tout ce plastique qu'on retrouverait dans l'océan, qui est essentiellement composé de PEHD. Utiliser ce plastique justement pour recycler, pour reproduire d'autres cartes, etc. On pourrait faire d'une pierre deux coups avec cette idée. Pour communiquer là-dessus, on a eu deux idées principales. Tout d'abord, en utilisant ces médias d'influence qu'on peut retrouver sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, par exemple Brut ou Vice, qui sont des médias d'influence avec une audience plutôt jeune, qui est important, ça va impacter pour les générations futures. Ils sont également présents sur des plateformes comme LinkedIn, où là, on va avoir une audience qui est entre guillemets un peu plus âgée, mais ça reste quand même une audience qu'il faut impacter par les besoins qu'on a. L'autre idée sur laquelle on s'est basé, ce serait d'utiliser des influenceurs. Alors, pas les influenceurs qu'on connaît qui font la promotion de produits sur leur réseau, mais plutôt des influenceurs activistes qui seront sensibles à certaines causes comme la famine, la déforestation, etc. Et sur lesquels eux pourront s'exprimer et pouvoir toucher un public un peu plus large. On vous remercie de nous avoir écoutés. Une bonne après-midi. Alors,
Bah, bravo. Moi, une petite question. La valorisation en polyéthylène, ça nous intéresse, puisque c'est un produit qu'on valorise dans notre métier. Mais finalement, le meilleur recyclage, la meilleure valorisation, ça ne serait pas d'inciter plutôt à changer de support et à être à du tout numérique, à être en digital? Ça pourrait, complètement. Mais je pense qu'il y a un problème, c'est que les cartes bleues en elles-mêmes, elles ont énormément de données. Il n'y a pas vraiment que la puce. Et il y a tout un principe d'algorithme, etc., qui sont compris dans les cartes. Le souci maintenant, c'est est-ce qu'on arriverait à transformer ça sur un 100%. C'est vrai. Donc déjà, il y a une partie où il faut prendre en compte aussi les anciennes générations qui utilisent toujours leur carte bleue et qui n'ont pas le même accès au digital que nous maintenant, même si c'est vachement plus large. Et en deuxième aspect, comme Arthur il disait, il y a des données numériques qui ont besoin d'un certain nombre de serveurs. Et si tout le monde se met au digital, on n'a pas pour l'instant, pas à ma connaissance, les ressources et les serveurs nécessaires pour cumuler et sécuriser entièrement les données de chacun seulement digital. Oui, c'est une question et je fais à la fois la question et la réponse parce que je suis chimiste spécialisé matériaux, donc je suis bien placé pour donner la réponse. Disons que je sais très bien que le PEHD n'est pas le matériau qui est utilisé pour faire des bouteilles. On avait d'abord le PVC et ensuite le PVC a été remplacé de plus en plus par le PET parce que c'est lui qui permettait de conserver le gaz carbonique à l'intérieur des bouteilles de Coca-Cola notamment. De ce fait, on a voulu remplacer le PVC par le PET de manière générale pour les bouteilles d'eau, parce que quand on brûle le PVC, il se dégage de l'acide chlorhydrique. Bon, ça c'est un moyen comme un autre pour simplement dire que le PVC est un peu plus cher que le PET. Le PET, par contre, lui, c'est lui qui représente maintenant 80% des matériaux pour faire les bouteilles, et c'est lui qu'on va retrouver principalement dans la mer et non pas le PEHD. Le PEHD n'est pas du tout un matériau biodégradable, malheureusement. C'est un produit qui est dérivé directement du pétrole. Par contre, le PET, lui, donc polyéthylène terephthalate, ce que ça veut dire, lui peut être dépolymérisé avec des méthodes enzymatiques. Et les matériaux, et avec cette dépolymérisation, on peut faire d'autres objets que des bouteilles, notamment des pulls, toutes sortes de textiles, puisque finalement c'est un polyester. Voilà, tout ce que je voulais dire. Merci. Merci pour votre présentation et bravo pour avoir extrait des idées pertinentes. Une question, le robot auquel vous avez pensé, vous le voyez dans chaque agence ou dans un centre de tri ou dans un centre de tri indépendant? Est-ce que vous avez pu réfléchir à la suite du découpage? Merci. Oui, ce serait plutôt dans chaque agence parce qu'il serait de taille petite et du coup les employés de la banque ils pourraient procéder eux-mêmes à la découpe et voilà. Bonjour, les cartes qui sont actuellement remises dans les centres, qu'est-ce qu'ils en font justement le CIC? Pour l'instant, les cartes, elles n'ont pas de collecte. C'est pas encore mis en place. Ce système, c'est quelque chose qu'on attend sur le long terme pour justement recycler les cartes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de point de collecte. Les gens continuent à découper leurs cartes et à les jeter à la poubelle. Et nous, ce qu'on attend, c'est que les gens aient une autre manière de jeter. Et au contraire, au lieu de les jeter, juste de les ramener en banque grâce aux distributeurs, par exemple, notamment. Merci à vous et bravo. Ah bon, je vous laisse passer d'un côté. Je vais appeler maintenant la troisième équipe à venir s'installer. Donc on retrouve Inde Lagdar, Paul Lamourou,
Charlotte Lepescueux, Élodie Yepes, Gauthier Mangès, Morgan Marchal, Virgile Martin et Gauthier Plantevin. Ils vont donc répondre à la problématique de Transdev, comment œuvrer pour que plus de femmes s'approprient les transports publics et comment adapter les transports publics pour rassurer les voyageurs. Voyageurs et voyageuses, bien évidemment. Allez-y, allez-y. Faites attention, mettez-vous bien sur les côtés, pas devant le campagne, donc si en hauteur. Enlevez vos masques. Enlevez vos masques. Sorti. Comme ça. Bonjour, je m'appelle Élodie, j'ai 23 ans et j'ai déjà été victime d'une agression sexuelle dans les transports en commun. Bonjour, je m'appelle In, j'ai 24 ans et j'ai déjà été victime, comme Élodie, d'une agression sexuelle dans les transports en commun. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 20 ans et j'ai déjà été victime d'harcèlement moral dans les transports en commun. Bonjour, je m'appelle Virgile, j'ai 21 ans et j'ai jamais été victime d'agression dans les transports. Aujourd'hui, 87% des femmes affirment avoir déjà subi une agression dans les transports publics. Et 100% d'entre elles affirment avoir déjà subi une incivilité dans les transports en commun. Le problème du harcèlement des femmes dans les transports publics, c'est généralisé et c'est dramatique. C'est pourquoi, dans le cadre de notre majeur Innovation et Intrapreneuriat au BBA INSEC, notre équipe a été missionnée par Transdev pour répondre à ce problème de manière innovante. Transdev, c'est une multinationale française spécialisée dans la gestion des réseaux de transport public à travers le monde. En 2020, Transdev a transporté plus de 11 millions de voyageurs mondialement. C'est donc pour ces 11 millions de voyageurs que nous avons développé un ensemble de solutions innovantes et interconnectées pour lutter contre le harcèlement des femmes dans les transports publics. Voici donc la problématique que Transdev nous a donnée. Comment œuvrer pour que plus de femmes s'approprient les transports publics et comment adapter les transports publics pour rassurer les voyageuses. La première solution que nous avons développée nous paraissait évidente. C'est une campagne de prévention axée autour de 3 axes majeurs. Le premier, c'est de rassurer les usagers en communiquant autour des initiatives mises en place par Transdev sur ces réseaux pour lutter contre le harcèlement des femmes. Le deuxième axe, c'est d'alerter les témoins en rappelant la responsabilité des témoins d'intervenir s'ils sont témoins d'actes de harcèlement dans les transports publics et en mettant en avant les sanctions qu'ils encourent s'ils décident de ne pas agir. Et le troisième axe, c'est d'interpeller les agresseurs. On sait très bien que ce n'est pas avec des affiches que nous allons lutter contre tout le harcèlement dans les transports publics. Néanmoins, on pense qu'avec des affiches qui ont un message fort, clair, impactant et qui rappellent les sanctions encourues par les agresseurs, eh bien, nous pouvons dissuader une partie des actes de harcèlement dans les transports publics. Voici d'ailleurs une affiche que nous compterions afficher dans les transports publics. Celle-ci s'adresse aux agresseurs. Alors notre deuxième acte de travail s'est porté sur la dissuasion, qui était très important pour nous. Et nous avons donc pensé à un bouton d'alarme. L'objectif du bouton d'alarme, c'est d'émettre une sonnerie
sonores, comme celle-ci, et avec des signaux lumineux qui permettront de situer l'endroit de l'agression dans les transports. L'accessibilité de ce bouton est très importante. On veut qu'il soit le plus accessible possible dans les transports, à bout de bras de n'importe quel usager, afin de pouvoir l'activer. Il est activable contre n'importe quel type d'agression dans les transports. Suite à l'utilisation de ce bouton, un processus se met en place. Dans un premier temps, le chauffeur aura pour mission de s'arrêter à l'arrêt suivant et avérer et essayer de gérer l'agression si elle a lieu. Il devra ensuite contacter les équipes volantes, les équipes de médiation, qui, elles, ont une possibilité d'intervention le plus rapidement possible et, si besoin est, de contacter les forces de l'ordre. On a eu une volonté vraiment importante de vouloir marketer ce produit parce que c'était très important qu'il soit reconnaissable et visible de tout le monde, y compris les agresseurs potentiels, pour les dissuader au maximum. Nous avons donc pensé à une campagne de communication à l'intérieur et à l'extérieur des transports pour que ce soit le plus visible possible et qu'on comprenne de quoi on parle quand on parle de cette campagne. Donc grâce à cette force d'action rapide et efficace, nous allons encourager les agresseurs à être dissuadés et ne pas passer à l'action. Merci beaucoup Gauthier, c'est une super idée. Par contre, moi j'ai un autre problème. Là, il est 20h45, je sors des cours, il fait une nuit noire, je suis épuisée et évidemment, je dois rentrer chez moi et je prends les transports en commun. Donc, je prends le tram, après je prends le métro, j'en ai pour une demi-heure, c'est hyper long. Sauf que là, il y a un garçon qui vient m'accoster. Voilà, donc moi ça me saoule clairement, il insiste et je sais pertinemment que soit il va continuer à m'embêter pendant un moment, soit il va me suivre jusqu'à chez moi ou alors pendant un bout de chemin, ça me saoule. Le problème, c'est que j'ai pas d'autre solution à part prendre un taxi, sauf que c'est à la fin du mois et en fait, je vais pas rentrer des cours en taxi à chaque fois, quoi. C'est pas possible. Du coup, je fais comment, Charlotte? T'as une solution pour moi? Alors, en effet, j'ai une solution pour toi et c'est l'application communautaire Safe. C'est une application de cartographie des transports en temps réel pour des trajets en toute sécurité. Un peu comme Waze, tu vois. Ouais, mais du coup, je vois pas le rapport là pour l'instant. Attends, c'est super simple à expliquer. Je vais tout expliquer. Alors, tu te connectes sur Safe qui te géolocalise, tu rentres tes points de départ et d'arrivée et l'application t'affiche en direct les signalements réalisés par les autres utilisateurs à proximité tout au long de ton parcours. Ok. Tu peux par exemple voir l'affluence en direct dans ta station de métro, les zones plus ou moins éclairées et les endroits où le bouton d'alarme a été déclenché. Tu as aussi la possibilité de discuter avec d'autres utilisateurs aux alentours via le chat sécurisé, de partager ton trajet en temps réel avec tes proches et d'enclencher le bouton d'alarme à n'importe quel moment sur ton téléphone. D'accord, mais du coup, j'en fais quoi de ces signalements en fait concrètement? Alors, si les signalements sont positifs ou s'il n'y en a pas, tant mieux. Tu peux faire le trajet habituel tout en restant vigilante, bien sûr. Et s'ils sont négatifs, tu peux choisir de changer de station de métro, par exemple, ou de trouver une alternative comme le vélo, le copiétonnage, etc. Dans tous les cas, tu es informé en temps réel et tu peux donc faire ces choix en fonction de ces informations. Et ça, c'est super important. Ok, mais du coup, ça change quoi par rapport à Citymapper ou d'autres applications qui font la même chose? Je comprends pas bien. Alors, Safe, c'est tout d'abord l'occasion de créer une réelle communauté autour de la problématique avec des valeurs très fortes d'entraide, de solidarité et de coveillance. L'utilisateur reçoit des informations mais peut aussi en transmettre. Okay. Pas seulement les victimes d'harcèlement ou d'agression peuvent signaler, mais aussi les témoins qui trop souvent n'osent pas réagir face à ces situations. Et c'est aussi une super opportunité pour Transdev qui leur permettrait d'identifier leurs points de faiblesse et qui leur offrirait des pistes d'amélioration. Et ce Safe pourrait même d'ailleurs être intégré aux outils de main courante interne déjà existants au sein de Transdev. Ok, trop cool. Donc du coup, le bouton de Gauthier dans l'application. Exactement. Génial. Bah vas-y, je vais télécharger. Elle Merci. est disponible gratuitement. Super. Nous aimerions finalement remercier Transdev pour nous avoir permis de travailler sur cette problématique. C'est un sujet grave et les solutions que nous avions à apporter ne pouvaient pas seulement être quelque chose de beau et de facilement marketable. Nos pistes d'action préconisées sont toutes complémentaires entre elles et l'écosystème d'acteurs peut entièrement être intégré à travers ces 3 dispositifs. Nous aimerions par ailleurs indiquer que nos recherches se sont concentrées sur la problématique des femmes, mais nos dispositifs sont facilement modulables pour inclure bien d'autres problématiques au sens large à long terme, telles que la cause LGBTQ+, les discriminations raciales et les problématiques autour du handicap. Et si vous voulez plus de détails sur notre projet et nos pistes d'action, vous pouvez scanner le QR code affiché juste ici. Nous vous remercions pour votre attention et nous tenions simplement à indiquer que nous sommes ravis de présenter ce projet aujourd'hui en cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pardon. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Scanner le QR code. Oui, j'aimerais bien savoir comment vous allez éviter que les enfants s'amusent avec le fameux bouton.
Bah, moi, j'ai une réponse toute simple, comme vous voulez. Hein. En fait, dans les transports publics, il y a déjà des boutons. Donc, dans les trains, il y a des trucs qu'on tire pour arrêter le train. Il y a déjà des boutons pour arrêter le bus ou quand il y a un danger quelconque. Et les gens n'appuient pas dessus, en fait, concrètement. Donc, c'est juste du savoir-vivre et je pense un minimum d'éducation. Dire aux enfants, bah, on n'appuie pas sur le bouton. Et ça devrait bien se passer, je pense. Avant tout, bravo, merci. L'équipe Transdev, on trouve que vous avez fait un très beau travail. En plus, c'était hyper dynamique dans la présentation. Moi, j'ai une question. Donc, l'appli, il faut la télécharger individuellement, on est d'accord? Est-ce que vous êtes posé la question de la fonction appel d'urgence qui existe déjà dans les iPhones, par exemple, que vous avez peut-être tous sur vos smartphones? Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette fonction. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à réfléchir avec cet appel d'urgence, finalement, qui existe déjà dans tous les smartphones et qui est déjà un outil, quoi. Enfin, voilà, Ouais, totalement. Bah, ça, c'est une fonctionnalité qu'on peut carrément ajouter à l'application. En fait, l'application, comme vous avez pu le voir, on a plein de fonctionnalités différentes. Donc, forcément, on a le Waze avec les signalements, on a le bouton d'alarme, on a le chat sécurisé. Enfin, c'est une application où il y a plein de fonctionnalités. Enfin, j'imagine que vous utilisez tous Waze. Et Waze, c'est pareil, vous avez plein de fonctionnalités différentes. Vous pouvez planifier un trajet, etc. Donc ça revient au même. Donc oui, totalement, on pourrait inclure une fonctionnalité comme ça. Et je peux rajouter aussi, dans Citymapper, ils ont ajouté des nouvelles fonctionnalités pour la nuit, où en gros, on pourrait choisir d'emprunter seulement les rues principales, les grands boulevards plus allumés que dans des petites rues piétonnes. Et donc ça aussi, ça pourrait être quelque chose, une piste d'action qu'on peut proposer, mais on n'avait juste pas assez de temps pour tout développer, toutes les idées qu'on avait. Bonjour, félicitations. Merci. Au niveau des applications, il y a peut-être une application qui pourrait être facile à mettre, comme dans le système du covoiturage. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous quittez Lyon à tel endroit, et est-ce qu'il y aurait 2, 3, 4 personnes qui font le même trajet pour se sentir mieux à plusieurs? Ça existe déjà, en fait, justement. C'est les applications de copiétonnage, ça s'appelle Mon Chaperon. Et donc, c'est déjà quelque chose qui existe. Mais donc, on s'était penché justement sur cette question-là. Ouais, c'était notre idée de base. Et en fait, en affinant un petit peu nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être autre chose à faire un petit peu plus innovateur, du coup, que de créer quelque chose qui existe déjà, donc ce qu'on a proposé. Oui, oui, totalement. Ah oui, ça totalement. Bah justement, avec le chat, etc., ça, on peut carrément le rajouter en fonctionnalité. Mais donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas dirigé sur du copiétonnage seulement, parce que du coup, ça existe déjà. Bravo pour la présentation, comme pour tous les autres groupes également. Alors, vous avez parlé de l'usage de cette application, l'utilité pour l'utilisateur. Quelle en sera l'utilité pour un transporteur, pour les réseaux de transport? L'avantage aussi pour Transdev, c'est que ça peut être une réelle base de données. Ils peuvent récupérer beaucoup d'informations sur, comme elle le disait tout à l'heure, les points faibles, savoir à quels endroits du réseau il y a des soucis pour améliorer leur réseau. Ça peut améliorer les transports, améliorer les arrêts, etc. Ou parfois, on se retrouve dans des arrêts qui sont en très mauvais état. Ça leur permettra de savoir où sont les problèmes et appuyer là où il y a des soucis, quoi. Donc c'est une réelle base de données exploitable et utile. En général, sur le projet qu'on a fait, on part du principe que même, vous savez, le bouton, quand on parle du fait que le chauffeur sera mis au courant, on part du principe que le chauffeur, il est censé suivre une campagne de sensibilisation pour savoir comment réagir quand ça arrive, parce que juste mettre un bouton en place et le fait que quelqu'un doit réagir, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire, qui doit appeler, nous, ça ne nous intéresse pas. On veut que tout le monde soit au courant, et que tout le monde soit au courant de la campagne, et que tout le monde soit sensibilisé à la campagne, pas que les gens pour qui on veut la marketer, parce que c'est un sujet qui est tellement compliqué qu'on ne peut pas marketer pour marketer, mais par contre, on veut que tout le monde soit au courant, et que surtout les gens qui travaillent chez Transdev en général, que ce soit un chauffeur ou des gens dans les bureaux, soient sensibilisés à tout ça, en fait, tout simplement. C'était une remarque aussi par rapport à ce qui peut être dans l'application. J'ai pas fait attention si c'était dedans, mais je sais qu'il existe dans plein de systèmes une possibilité d'envoyer sa position, c'est-à-dire déclarer qu'on part, et donc on envoie ça à une personne de confiance ou à quelqu'un qu'on souhaite, qu'il soit au courant, et donc ça permet de voir si on est dans
dans le transport, dans quel transport est-ce qu'on avance bien? Je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, avec le partage en temps réel avec les proches. C'est quelque chose qu'on peut faire avec Uber, par exemple, on peut le faire maintenant. Bah voilà, c'est quelque chose j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai mentionné. Pas de souci, pas de problème. Bah merci beaucoup. Je peux arracher la clé ou pas? Ouais, non. Non? Non, il faut les récupérer ça. Ah, vas-y. C'est dans le motard, en fait. Merci à vous. Ah oui, il faut fermer. Et c'est parti. Fermez tous les onglets. Donc, je vais maintenant inviter la 4e équipe à venir s'installer. J'appelle Mathis Mayer, Adrien Michelon, Thomas Milioni, Manal Naïd Bouker, excusez-moi, Mathis Nallet, Alexandre Ndour-Boyer, Clotilde Olivier et Alexandre Orsonneau. Ils vont donc répondre à la problématique de Veolia. Quelles astuces, objets ou équipements inventés pour diminuer ses consommations d'eau potable à la maison et encourager la réutilisation de l'eau plusieurs fois? Un port USB, oui et non. Si, là. Bonjour à tous, alors ça y est, c'est le grand jour, on se retrouve enfin devant vous après un mois de collaboration avec l'équipe Veolia. Donc aujourd'hui, on est devant vous pour vous raconter une histoire, pour vous parler d'un projet et d'un challenge que nous avons, mais que vous avez aussi. Alors... Bon. Je suis désolée. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Perla. Alors Perla, c'est qui? Perla, c'est une petite goutte d'eau. Cette petite goutte d'eau, elle est triste. Vous voyez, elle se sent inutile. Elle aimerait vivre plus longtemps. Cette petite goutte d'eau, en fait, sa durée de vie, elle est très courte parce qu'elle part de la tuyauterie et puis se finit directement dans les égouts sans avoir été utilisée. Alors nous, notre but aujourd'hui, c'est de donner une durée de vie plus longue à cette goutte d'eau. Donc c'est notre challenge et c'est aussi votre challenge à travers la problématique suivante. Alors, quelles astuces, objets ou équipements inventés pour diminuer ces consommations d'eau potable à la maison et encourager la réutilisation de l'eau?
Alors avant, on va commencer par 2 petites questions. La première, savez-vous combien de litres d'eau consomme un Français en moyenne? Alors on s'est posé la question, et en effet, par jour Pardon. Un Français utilise environ 165 litres d'eau par jour et par personne, contre 106 litres d'eau en 1975, donc ce qui fait une différence qui est énorme. Et la deuxième petite question, c'est savez-vous combien de litres d'eau nous utilisons sous la douche? 60. Alors on utilise entre 20 et 30 litres par minute, ce qui équivaut à 150 litres d'eau pour une douche de seulement 5 minutes. Donc on a pu voir que c'était des chiffres qui étaient énormes et qu'il fallait absolument faire quelque chose pour remédier à tout ça. Et alors c'est vrai que nous on a eu exactement la même réaction que vous, hein. On s'était jamais posé la question en fait, ne serait-ce que de savoir en fait combien de litres d'eau je peux consommer pendant ma douche. Et quand on a vu les chiffres, on s'est juste dit ah ouais ok, il y a vraiment un truc à faire. Donc je pense que je peux parler au nom de tous. Ça fait un mois qu'on fait tous un peu gaffe. Et c'est vrai que bon bah voilà, on a quand même quelque chose à vous dire. Ces chiffres-là, bon c'est un peu notre faute quoi. Bon après c'est aussi de la vôtre, hein. D'une manière générale en fait on est tous acteurs de ces chiffres-là et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut être acteur de ces chiffres-là à la hausse mais on peut aussi être acteur de ces chiffres-là à la baisse et c'est le challenge du jour et ne serait-ce qu'en se rendant compte de la quantité d'eau qu'on peut utiliser chaque jour, c'est vraiment, on peut déjà avec des toutes petites astuces réduire cette consommation-là. Donc je vous présente Perla, on vous a raconté son histoire juste avant. Alors Perla, elle est comme vous, elle est comme moi, elle passe par plusieurs émotions. Et Perla, en fait, ça va vraiment, on va vraiment l'utiliser en fait comme SAM. SAM, pour la sécurité routière, c'est un outil de prévention. Ici, Perla, ça va être exactement la même chose. Ça va être pour de la prévention sur la réduction de notre consommation d'eau à la maison. Donc Perla, elle sera vraiment utilisée donc, dans toutes les communications qu'entreprendra la société. Donc ça peut être du digital bien évidemment, mais aussi sur des choses physiques, hein, comme un flyer ou par exemple sur des salons aussi bien évidemment. Et alors pour se rendre compte un petit peu de combien on consomme, c'est important d'avoir des outils. Des outils, cette application, je pense que vous la reconnaissez, c'est la vôtre. Principalement aujourd'hui votre application, c'est surtout un outil administratif. On peut y gérer ses factures notamment. Mais nous, vraiment, on a décidé de lui donner un nouveau souffle en utilisant la stratégie de la gamification. Alors, sur cette application, maintenant, on pourra retrouver différentes choses. Déjà, on pourra se fixer des objectifs. Donc, ça peut être à la semaine, au mois, à l'année, sur notre consommation. Vous aurez évidemment, comme vous voyez là-haut, votre consommation en plus ou moins en direct à la maison. Et évidemment, on retrouvera Perla, qui vous permettra de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Sur cette application, vous aurez aussi la possibilité d'avoir des challenges, exactement sur le même principe que certaines applications que vous pouvez déjà connaître, par exemple Strava ou Runkeeper par exemple, vous pouvez participer à des challenges. C'est exactement le même principe. Là, l'idée, c'est la battle des communes. Donc la battle des communes, c'est quoi? C'est différentes communes qui sont les unes à côté des autres. L'idée, c'est de créer un petit concours en fait, et que chacune des communes essaye d'être la commune qui consommera le moins. Alors évidemment, il faudra derrière qu'il y ait un petit cadeau, quelque chose, éventuellement un super objet innovant ou éventuellement une réduction, bref, à voir. Forcément, quand on se fixe des objectifs, on a envie de les atteindre. Et pour les atteindre, il y a toujours des moyens à mettre en place. Alors oui, on vous l'a dit 16 millions de fois, prends une douche plutôt qu'un bain, je crois que ça, on le sait. En revanche, il y a plein d'autres astuces dont on n'a absolument pas conscience et qui pourtant existent. Et l'application, elle va servir aussi à ça, à se rendre compte qu'en fait, il y en a d'autres et qu'elles peuvent nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, je vais vous parler maintenant donc, d'une deuxième innovation, qui est cette fois un objet innovant, qui est un système de récupération d'eau pour la douche. Alors, nous sommes partis d'une problématique. Donc, cette problématique, c'est que les Français ont pour mauvaise habitude, évidemment, de laisser l'eau de leur douche couler le temps que celle-ci soit chaude. Alors, cet objet, il va nous permettre de récupérer ces quelques litres d'eau que vous perdez chaque jour. Donc, dans un premier temps, cet objet, il va être composé d'un socle que vous pouvez voir en noir, qui viendra se fixer dans la douche grâce à un système de ventouse. Dans un deuxième temps, nous aurons un réservoir amovible en rouge qui viendra s'encastrer à l'intérieur de ce socle. Donc, ce réservoir, il aura la capacité de recevoir un grand nombre de formats de pommeaux de douche grâce à son ouverture en demi-cercle. Et le réservoir aura une capacité de 5 litres maximum, ce qui permettra à l'eau de s'écouler entre 15 et 20 secondes selon les débits. Donc cet objet
Le véritable avantage, évidemment, c'est son réservoir, que l'on peut enlever grâce à la poignée, et qui va permettre à l'utilisateur d'utiliser un certain nombre de litres d'eau dans les tâches de la maison, les tâches ménagères, ou alors, par exemple, pour donner de l'eau aux plantes. Vous aurez donc quotidiennement une certaine quantité de quelques litres d'eau que vous pourrez utiliser utilement comme bon vous semble. Enfin, cet objet, il est destiné à tous les ménages, parce que, évidemment, il est facile d'installation, comme vous avez pu le voir, et il est évidemment très modulable, que ce soit en termes de taille, d'aspect, d'ergonomie ou de capacité, en fonction du besoin des utilisateurs, évidemment. Alors, pour vous parler de notre troisième idée, on va vous présenter l'écran intégré. Alors, l'écran intégré, c'est quoi? Donc, ça va prendre la forme d'un écran qui sera étanche et qui pourra s'installer dans toutes les douches. Alors, le but de cet écran, c'est qu'il va comporter plusieurs caractéristiques. Alors, tout d'abord, il va permettre de voir, de se rendre compte du temps qu'on va passer sous la douche. On va également pouvoir voir la consommation en litres, la température de l'eau, et il sera équipé de ventouses qui seront installées à l'arrière de cet écran et qui sera fixé directement dans la douche. Alors, par la suite, il y aura un capteur qui sera donc intégré entre le tuyau de douche et le pommeau et qui permettra en fait de détecter l'eau qui en sort. Donc, on aura l'écran qui sera directement relié à l'application où on pourra régler la température d'eau qu'on souhaite atteindre pour prendre notre douche. Donc, par exemple, si j'ai envie de me doucher, avant ça, je règle ma température sur 38 et une fois que la température de l'eau atteindra les 38 degrés, l'écran émettra un bip sonore qui permettra en fait de dire au consommateur, allez, c'est l'heure de prendre ta douche, faut pas laisser l'eau couler plus longtemps en fait. Donc avec ça, notre écran, il va changer de couleur en fonction des objectifs atteints ou pas. Donc il sera vert si les objectifs seront atteints et il ira jusqu'au rouge si c'est une catastrophe. Et on a également Perla qu'on retrouve en haut. Donc elle est un peu présente de partout. En fait, c'était notre but. Et puis ces émotions changeront aussi selon les objectifs. Et pour finir, nous souhaiterions vous présenter ce système d'équipement innovant, qui est un système qui permet de préchauffer l'eau froide lorsqu'elle arrive à la douche et qui a pour vocation la réutilisation de l'eau. Alors, nous sommes partis d'un constat. Comme vous pouvez le voir à gauche de la slide, la plupart des douches des Français ressemblent à ça. Donc nous avons un mitigeur de douche où arrive 60% d'eau chaude à 60 degrés et 40% d'eau froide à 10 degrés. Ce qui permet un mélange à 40 degrés, ce qui permet de prendre sa douche facilement. Mais cette eau usée, ensuite, elle part dans le siphon et elle part au conduit d'évacuation. Et c'est à peu près tout. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec cette innovation, c'est de prouver que cette eau usée, elle pourrait vous faire économiser de l'énergie. Donc, dans un premier temps, nous avons cherché à rediriger le tuyau d'eau froide en le faisant passer cette fois-ci par le bac de douche. En passant par le bac de douche, l'eau froide va pouvoir être réchauffée par les eaux usées de la douche qui se trouvent juste au-dessus. Le tuyau aura donc la capacité de faire surface d'échange entre les deux eaux. Une fois l'eau réchauffée, l'eau continuera sa route jusqu'au mitigeur avec quelques degrés supplémentaires. Quant aux eaux usées de la douche, elles continueront leur route jusqu'au conduit d'évacuation. Alors, dans le cas où on utilise notre équipement, l'eau dans notre mitigeur arrive désormais à 20 degrés, ce qui nous permet de mettre seulement 50% d'eau chaude à 60 degrés et 50% d'eau froide à 20 degrés pour atteindre notre quota de 40 degrés. Nous avons donc réalisé une économie de 10% d'énergie et donc d'eau chaude, tout en donnant à une eau une seconde chance d'être utilisée. Donc voilà, c'est à peu près tout pour notre présentation. Merci de nous avoir écoutés et j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez évidemment retrouver plus d'informations en scannant le QR code. Il y aura un blog avec beaucoup plus d'infos. Ouais, en fait, en scannant le QR code, vous pourrez retrouver un blog qu'on a fait en cours. Donc, dedans, vous avez toutes les activités de Veolia. Et puis ensuite, on a écrit des petits articles qui développent un peu plus nos idées, etc. Donc, si vous avez des questions, on vous écoute. Vous avez oublié quelque chose de très important que moi j'ai découvert en Finlande. Les Finlandais ont depuis très longtemps une conscience environnementale bien plus développée que nous. Et eux, toute l'eau qui vient des douches, ils la récupèrent pour les toilettes. Attention, il faut que ça aille dans ce sens-là, pas dans le sens inverse, bien sûr. Merci, oui, on y a pensé, on a fait beaucoup de recherches là-dessus, mais en fait, on a vu que c'était des systèmes qui existaient déjà, et là, en fait, on a vu que l'eau qui a été utilisée dans la douche, on voulait la réutiliser vraiment dans la douche. C'est pour ça qu'on avait pensé au système qui revenait directement en fait, dans les tuyauteries de la douche pour pouvoir la réutiliser pour la douche, en fait. Surtout que ce type d'installation, après avoir discuté un petit peu avec Veolia, savoir exactement ce qu'ils attendaient, ils nous ont dit qu'ils voulaient surtout des choses un petit peu clés en main,
Bon, alors, sauf pour la dernière innovation, mais pour le coup, comme c'était vraiment une innovation, vraiment quelque chose de nouveau dont on a eu l'idée et on pensait que c'était intéressant de la rajouter, mais c'est vrai qu'on avait vu pour les toilettes, on a choisi de ne pas le rajouter parce qu'on trouvait que ça ne répondait pas complètement aux attentes de l'entreprise. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais demander donc maintenant au dernier groupe de venir s'installer. Marine Barbereau, Alexis Baronne, Arthur Bénèche, Naïlis Boubred, Charline Boulet, Gianluca Broli, Maxime Couderas et Ange Duplan. Vas-y. Ils vont répondre donc à la problématique du progrès. Quel modèle pour l'événementiel de demain? Vous avez Bonjour à tous, moi c'est Ange. Bonjour à tous, moi c'est Gianluca et c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voici notre équipe, on représente aujourd'hui le progrès. Donc la problématique aujourd'hui pour le progrès événementiel, c'est l'événementiel de demain. Donc on a fait un petit constat via Twitter. Le progrès événementiel, à ce qui paraît, c'est que pour les vieux. Donc voici notre réponse en images. Normalement, il y a une petite musique où tout le monde s'ambiance. C'est mieux avec du son, hein. Ah. C'est parfait. On recommence? On recommence. Bonjour à tous, moi c'est Ange. Bonjour, moi c'est Gianluca et c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Voici notre équipe, donc on représente aujourd'hui le progrès. Donc aujourd'hui, la problématique pour le progrès événement, c'est l'événementiel de demain. Donc on a fait un petit tour sur Twitter et on s'est rendu compte que le progrès événement était vu comme des événements que pour les vieux. Donc voici notre réponse en images.
On a décidé de répondre à la problématique en repensant le processus événementiel. Donc on va le faire au travers des Victoires de l'innovation 2022. Évidemment, c'est un processus qui est modulable en fonction de tous les événements et que vous pourrez réadapter à tous vos différents événements. Donc en ce qui concerne la promotion, l'objectif principal, c'est de capter une nouvelle cible. Donc pour cela, on va se baser sur le lancement des Victoires de l'innovation 2022 à travers les réseaux sociaux, Instagram et principalement TikTok. Donc pour TikTok, on va suivre des trends. Donc pour rappeler, une trend, c'est une tendance actuelle à suivre. Grâce à TikTok, on va pouvoir toucher et présenter une nouvelle. Donc grâce à TikTok, on va pouvoir toucher une nouvelle communauté et promouvoir l'événement. Car en effet, il y a 8 millions d'utilisateurs actifs sur Twitter, 800 millions, utilisateurs mensuels actifs, dont 55% des jeunes. Et pour plus de visibilité, nous allons utiliser les musiques populaires et les bons hashtags. En ce qui concerne Instagram, très important, nous allons promouvoir l'événement à travers des publications plus visuelles et plus interactives, comme par exemple ces 3 publications qui ont la même identité visuelle. De plus, avant, pendant et après l'événement, de multiples lives ou stories seront partagés pour permettre à l'événement de perdurer dans le temps. Pour mettre en place ce nouveau processus, nous avons décidé de faire appel à vos futurs partenaires, donc Lisa Paps et l'influenceuse parfaite, pour présenter cet événement auprès des jeunes. En ce qui concerne le B2B, Céline et Frédéric Aubrin sont parfaits pour présenter et promouvoir cet événement, car ils partagent les mêmes valeurs. Donc voici notre influenceur préféré en action. Alors, les Victoires d'innovation, c'est avant tout un événement qui est promu par le progrès et qui est là pour justement mettre en avant les hommes et les femmes qui font évoluer les usages de demain au sein de leur entreprise. Et maintenant, pour le lancement, on retrouve Maxime en live de Twitch. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, 2 jours avant les Victoires de l'innovation 2022, et avec à nos côtés Thierry Mallet, PDG de Transdev. Bonjour, merci de l'invitation. Et Charles Henry, responsable communication à la Banque Populaire de Lyon. Bonjour, enchanté messieurs. Et moi-même, présentateur et journaliste au Progrès et animateur pour cette soirée de lancement. Donc nous allons essayer un petit peu de discuter de la thématique qui est l'innovation, et aussi de répondre à toutes vos questions que vous, derrière votre écran, allez pouvoir nous poser. Je vois d'ailleurs que nous sommes 1500, donc un grand merci à vous. Installez-vous confortablement avec une petite tasse de thé en cet hiver un peu froid. Et un grand merci à tous nos partenaires sans qui cet événement ne serait pas possible, et à tous les candidats qui, je suis sûr, vont nous présenter de super projets. Je vois d'ailleurs une première question dans le chat. Quelles sont les innovations physiques lors de nos événements? Je vais laisser répondre John Lucas en direct. À vous, John Lucas. Merci beaucoup, Maxime. Donc, on pense qu'il y a 3 mots-clés à mettre en avant pour le progrès événementiel. Donc, tout d'abord, la modernité, l'originalité et l'insolite. On pense qu'il faut créer des événements avec des valeurs fortes afin de sortir de l'ordinaire pour se différencier des autres événements. Tout d'abord, nous nous sommes posé une question: comment retransmettre de façon originale l'événement, les Victoires de l'innovation, pardon. Nous avons pensé donc au drone. Il serait intéressant parce qu'il amène une nouvelle dimension à l'événement, et les personnes suivant l'événement sur les réseaux sociaux ou en direct via Internet pourront se rendre compte de l'envergure de l'événement. En plus de cela, il y aura une réelle répercussion post-événement parce qu'il y aura du contenu super qualitatif à retransmettre sur les réseaux sociaux. Et pour le progrès, c'est un réel bond en avant. C'est une image de marque innovante et contemporaine qu'ils transmettront pendant cet événement. Deuxièmement, nous avons pensé qu'il est important de capter l'attention du public et donc de se démarquer en proposant de la nouveauté. Les hologrammes, qui sont des images projetées par de la lumière et qui créent des images en 3 dimensions, sont ici un outil de différenciation
qui peut vraiment mettre en avant le progrès événementiel. C'est un concept ludique, intuitif et informatif qui pourra permettre au progrès de créer des événements inoubliables pour leur public. Cela va créer un réel buzz auprès des participants des Victoires de l'innovation, et cela va attirer encore plus de monde et va créer quelque chose de très viral sur les réseaux sociaux. Donc pour le post-événement, nous allons attendre de nombreuses retombées, comme par exemple de multiples partages sur les réseaux sociaux, ou encore une première une du journal, mais surtout une nouvelle communauté présente lors de nos événements et une fidélisation des plus jeunes pour nos prochains événements. Donc merci à tous et on se retrouve au petit four. On vous distribue le dossier. Merci. Merci pour votre présentation. Vous êtes allé un peu fort. Hein. On n'est pas si vieux que ça quand même. Mais bon. Moi, j'ai une question parce que je partage complètement l'innovation, le fait d'aller toucher des cibles jeunes. Mais si on veut que nos cibles jeunes s'intéressent à nos événements, c'est le contenu qui va être intéressant. Parce que si on met un joli paquet autour, mais commis à l'intérieur, il n'y a rien de passionnant, on va avoir du mal à quand même... alors, ça va faire un effet bœuf la première fois, mais la deuxième fois, ça va faire un flop. Est-ce que vous aviez réfléchi sur quel contenu, parce que voilà, les Victoires de l'innovation 2022, si on veut toucher des jeunes, qu'est-ce qu'on propose sur... qu'est-ce qu'on met dans nos événements et qu'est-ce qu'on va mettre en avant finalement Alors justement, là, on l'a proposé, on s'est axé sur les Victoires de l'innovation pour donner l'exemple. Dans le dossier, vous pouvez retrouver des nouvelles thématiques qui seront notamment, par exemple, sur l'écologie, parce que c'est une cause qui touche particulièrement les jeunes. Mais vous aurez aussi le gaming qu'on a évoqué ensemble, ou sur le bien-être, etc. Donc c'est des nouvelles thématiques. Après, vous avez déjà une variété de thématiques très très large, donc c'est difficile de trouver des nouvelles thématiques qui intéressent les jeunes, mais c'est vrai que ça va être axé sur les nouvelles thématiques comme l'écologie et le gaming qui sont complètement d'actualité. En fait, ce que vous préconisez, c'est on a déjà beaucoup de thématiques. Ce serait de les orchestrer différemment, de les animer différemment. Exactement. Et de les animer différemment, en fait. C'est exactement ça, en fait. Que vous avez un panel d'événements énorme et qu'on va rien vous apprendre, on va pas vous dire faut faire tel événement, c'est super. Vous avez des idées, enfin vous les avez faits et vous avez des nombreuses nouvelles idées. Et on s'est surtout dit que c'est avec un outil comme ça, avec l'outil qu'on vous a présenté, on va pouvoir capter une autre cible à vos événements qui sont déjà existants et que vous allez sûrement peut-être refaire. Et en fait, cet outil, il permettra de capter et l'événement en lui-même sera encore plus attractif et pourra amener cette nouvelle cible. Alors, c'est-à-dire online. Non, alors, non. Tout ce qu'on propose n'est pas online, justement. Oui. Moi, je peux répondre Oui. Moi, j'ai une petite suggestion, mais effectivement, on ne pourra pas goûter, mais on peut montrer, on peut démontrer, on peut animer. En fait, ce qui est intéressant, je vous coupe, merci d'avoir répondu. Je vous coupe parce que, en fait, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de montrer tout ce qu'il y a autour de l'événement et pas seulement le thème. Évidemment, s'il y a un thème gastronomique, il faudra se rendre sur place. Mais tout ce qu'on a proposé avec les événements, les drones, c'est des choses qu'on va vivre en réel et pas seulement online. Et tout ça va permettre de créer un réel atout. Et même si c'est quelque chose de gastronomique, tout ce qu'on pourra vivre en ligne et toute cette atmosphère, on pourra la ressentir en ligne, même sans goûter. Mais au pire, vous pourrez préparer à la maison, c'est pas si grave.
Y a-t-il encore d'autres questions? Merci à vous. Je pense qu'on peut applaudir bien fort les 5 équipes qui sont passées.